donc cette synthèse collaborative. On parle beaucoup de participation, co-construction, etc. Et moi, je tiens beaucoup à ce que quand il y a eu comme ça des moments très forts qu'on a partagés, il n'y ait pas qu'une synthèse qui soit faite par une personne, hein, mais qu'on essaye de le faire ensemble. Alors, j'apporterai ensuite, moi, quelques éléments, hein, en tant que chercheur en sciences politiques qui me semblent intéressants de relever, mais d'abord, hein, j'aimerais que vous disiez ce qui vous a marqué, hein, ce qui vous semble important, ce que vous auriez envie de dire, de transmettre à vos équipes ou dans votre laboratoire, dans votre association demain. Celui que je retiens le mieux, c'est vraiment donner du sens. Je crois que ça a ressorti énormément dans les efforts de chacun. On se questionne sur comment on va donner du sens. Et en fait, les collections, eh ben, elles sont subjectives, pas parce que vous êtes des personnels scientifiques ne faisant pas votre travail, mais de scientifiques, mais parce que vous êtes aussi des hommes, des femmes, avec des sensibilités, avec des histoires affectives. Et tout ça, moi, je suis contente qu'il y ait des gens qui se trompent en faisant des collections, et que c'est tout ça pour moi le patrimoine, et j'ai entendu parler de tout ça et aussi de ce partage entre vous avec des avis divergents, et je trouve que voilà, il faut peut-être se tromper pour aussi avancer. Et parce que c'est décider une fois pour toutes qu'est-ce qui fait patrimoine et comment construire le patrimoine sans se tromper. Toutes les époques ont prouvé qu'on se trompait sans arrêt, donc il ne faut pas non plus focaliser trop là-dessus. Il a drôlement changé notre métier quand même. Parce qu'il y avait quelques années, on était peut-être plus focalisé sur l'objet, les collections, la valeur. Et aujourd'hui, notre souci principal, c'est diffuser, communiquer, pouvoir rendre ces collections les plus accessibles possibles. Alors, c'est vrai que du coup, nos métiers ont changé. Et c'est vrai que là où peut-être, en tant que conservateur, on devrait passer plus de temps à finaliser notre récolement qui n'est pas fini, ou à finaliser l'inventaire ou autre, aujourd'hui, on parle d'événementiel parce que l'événementiel permet de toucher des publics qui ne viendraient pas au musée si on ne le faisait pas. On parle d'exposition, on est sur des propos peut-être plus ludiques. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que du coup, il faut s'adapter, et c'est peut-être aussi ce qui fait que le patrimoine de demain, il ressemble pas, la façon dont on travaille ce patrimoine ne ressemble pas à ce qu'on faisait il y a quelques années, quoi. J'ai toujours été passionnée par les deux volets de ce métier, que j'ai jamais séparés. C'est ça le patrimoine, c'est vraiment tenir ces deux rênes qui sont incompatibles. On conserve bien si on ne montre rien, et on partage bien si tout est accessible. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, si on choisit ce métier-là, on est forcément dans la tension qu'on crée entre ces deux pôles. Et en plus, c'est ce qui est difficile, c'est qu'on est sur l'axe, y compris vis-à-vis de son équipe, des élus, enfin de tout ce qu'on veut. Donc en fait, moi, j'ai 60 ans, depuis que je suis dans le métier, j'entends ce discours-là. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un de ton âge le dise aussi. Ce qui n'ôte rien au fait que nos métiers ont quand même évolué. Mais on a toujours été dans cette tension. En tout cas, ceux qui concevaient le métier, comme j'ose le dire, je pense qu'il faut le concevoir. C'est-à-dire pas seulement hémiplégique avec l'autre moitié qui ne fonctionne pas. Il y a une extraordinaire difficulté, il y a un effort considérable et permanent à la fois pour le maintenir, ce patrimoine, le connaître, le comprendre et tenter de le transmettre. Je pense qu'on peut pas affirmer qu'on le fait vraiment forcément bien. En effet, il y a des erreurs, en effet, on peut se tromper. Mais il y a un effort extraordinaire pour tenter de le transmettre et de lui donner à ce moment-là du sens, en effet, par le fait qu'on lui confère une vraie existence, qu'on l'isole, qu'on lui donne sa place réelle. Et cet effort-là, c'est celui de notre métier, c'est celui qu'on a toujours fait, c'est celui qu'on fera toujours, qui oblige effectivement, Sylvie, tu as raison, à tenir les deux bouts en permanence. C'est d'ailleurs une des révolutions de la loi musée. Il y en a eu deux. La première, c'était pas le mot délectation, si je me souviens bien, dans le Code du patrimoine, c'est le mot plaisir. Si vous connaissez beaucoup de textes de loi sur lesquels le mot plaisir est inscrit dans le marbre de la loi, moi je trouve que quand même c'est déjà une grande victoire. Et la seconde, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qui était notre métier préalablement, et c'est là aussi où il a changé, on a mis le public, les publics, au cœur du débat.
et au cœur du dispositif, avec au fond les collections autour. Ça aussi, c'est une... Et donc, on est bien tenu, en effet, de se préoccuper des deux à la fois et de tenir les deux bouts pour arriver, en effet, à donner un sens à ce patrimoine qui, encore une fois, on l'a vu avec les exemples de ce matin, est multiforme, va dans des domaines ou des secteurs qui sont dans l'immatériel et non plus dans l'objet tel qu'on a à le conserver. Et on s'aperçoit qu'en fait, conserver une idée ou une mémoire, si on rentrait dans le débat, c'est celui des supports, c'est celui de la capacité à lire encore des CD ou des VHS. On voit à quelle vitesse ça s'accélère. On a autant de mal à conserver ce patrimoine immatériel que les objets sur lesquels on consacre la plupart de nos efforts. On s'est beaucoup interrogé pendant ces 2 jours de se dire qu'est-ce qu'il faut patrimonialiser, comment on construit le patrimoine de demain. Et au final, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse à cette question parce qu'on n'a pas forcément tranché. Mais au final, est-ce que ce patrimoine, il n'est pas en train de se construire de lui-même de façon naturelle parce qu'on est tous en train de constituer nos collections par des politiques d'enrichissement, par ce qui peut nous arriver, sans forcément se poser tout le temps la question de façon très intellectuelle, de dire est-ce que dans 150 ans ou 200 ans, cet objet, vraiment, il aura besoin vraiment d'être dans les collections du musée, mais au moment où on l'acquiert, en tout cas, on en est à peu près persuadé. Et en même temps, on est dans un monde où on n'a jamais autant enregistré de choses. Voilà, je regarde la caméra. On n'a jamais autant fait de photos. Il n'y a jamais autant eu de films, que ce soit des films d'amateurs ou des documentaires, etc. Alors, sans forcément avoir besoin de mettre le mot patrimonial dessus, au final, est-ce que notre société, notre vie d'aujourd'hui, nos pratiques ne sont pas quelque part enregistrées sans forcément qu'on vienne mettre le mot patrimonial dessus et que ça rentre dans une institution? Au final, la trace de notre activité, de notre vie, elle se crée tous les jours par la façon dont on fonctionne. Donc au final, est-ce que ce patrimoine, il n'est pas, même s'il n'a pas encore le mot patrimoine dessus, est-ce que finalement, il n'est pas en train de se créer de lui-même sans qu'on s'en rende compte? Effectivement, on a parlé beaucoup de public ou de personnes, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on en a parlé, bien sûr, comme un public à conquérir, des personnes à faire venir, à satisfaire, à écouter, mais à écouter dans ce qu'ils auraient envie de voir au musée, mais pas uniquement dans l'offre culturelle du musée, mais aussi dans ce qu'il aimerait voir dans les collections. Quel est son patrimoine? Et là, je trouve que là, vraiment, il y a une autre façon de voir le public qui est vraiment différent. Et du coup, ça amène au contemporain, forcément. Voilà. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est toutes ces politiques de collecte, ces réflexions sur la construction de l'histoire du patrimoine, autant par la collecte des témoignages de Charlie que par la collecte des fans de foot. J'ai été très touchée par cette idée qu'il n'y a pas de sous-culture, qu'on a un patrimoine dont le sport fait également partie et qu'il faut le prendre en compte et qu'il faut peut-être ne pas écarter des publics et les prendre en compte à travers leur passion également. Non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette histoire de penser les institutions muséales comme vraiment lieu de lien social, en fait. C'est cette histoire, cette idée qui arrive comme ça, que le musée aussi, c'est un lieu de rencontre, tout simplement. La question, c'est comment aujourd'hui ces idées que nous on partage et qui nous enthousiasment, en tout cas moi je suis enthousiaste à l'idée de ces chantiers, comment est-ce qu'on arrive à les mettre en œuvre sans rentrer dans des situations qui peuvent devenir complexes à gérer. Voilà. Il y a quand même une chose peut-être qu'on oublie, c'est que si on en est arrivé là, parce que moi je suis un peu comme Sylvie, je suis un peu dinosaure aussi, et donc si on en est arrivé là, ça veut dire que je peux avoir du recul sur ce qui s'est passé ces 30 dernières années par exemple. Si on en est arrivé là, c'est pas tout seul, c'est tout simplement parce que c'est la société qui a évolué, c'est la société qui nous a amenés à nous interroger, à nous poser cette question fondamentale, même peut-être aujourd'hui,
qu'est-ce que c'est qu'un musée à l'aube du XXIe siècle, dans le contexte de la mondialisation, dans le contexte d'une mutation complète et de civilisation, enfin pour moi en tout cas, et de communication, et donc d'un public zappeur qui peut retrouver la culture absolument partout, sur tous les médias. Et qu'est-ce qu'il attend du musée, mais qu'est-ce que nous aussi on a envie de lui donner? Parce que si c'est un petit peu comme quand un enfant on lui donne le choix, il ne sait pas choisir. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on ne perde pas de vue non plus nos missions premières, nos missions de transmission d'une culture ou d'un savoir que l'on veut transmettre. Et c'est des moyens après qu'on va utiliser qui pourraient être tout à fait différents, plus ludiques, plus ouverts sur le monde contemporain pour essayer de répondre à ces questions-là. Je voudrais simplement évoquer le roman Le Maître du Haut Château de Dick. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et dans un extrait, il parle d'un objet. Et il dit « Cet objet n'est intéressant pour nous que parce qu'il est vrai. Si on le remplaçait par un autre objet, qui serait sa copie, il n'aurait pas ce poids de l'histoire. » Et c'est parce qu'il est vrai et c'est parce qu'on peut être en contact direct avec cet objet qu'on peut avoir cette dimension onirique dont on a parlé et que le public peut y trouver sa part d'imaginaire, même si nous, on y donne la part historique, scientifique et pure qui nous permet de le rendre encore plus vrai aux yeux des publics. Ce bouquin m'a profondément marqué parce que j'ai eu le sentiment que c'était vraiment... dans cet extrait, le résumé de ce qu'était notre métier. Et on a pas mal parlé aussi d'onirisme, de part intime du visiteur qui met sa charge d'émotion, sa charge de sensibilité. Et c'est comme si, je crois, le musée, par l'intermédiaire de l'objet, nous permettait de revenir à l'humain, mais pour trouver... en tant que visiteur, peut-être, la part d'imaginaire et la dimension poétique que l'on peut transcrire. La dernière intervention des arts et métiers était assez exemplaire, je crois, là-dessus, cette idée de, à partir d'objets de sciences et techniques pures et dures, cette nécessité que vous avez de vouloir trouver, de mettre en scène, c'est par le biais d'un cabinet de curiosité et d'un cabinet des merveilles. Vous avez parlé aussi d'émerveillement. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la part des anges. Finalement, ça rejoint aussi des questionnements qu'on a à l'université ou qu'on n'a pas assez, justement, où on se dit qu'on manque de lieux de réflexion collégiale et mutualisée. On se dit toujours, on va le faire là, ce trimestre, on le fait, c'est sûr. Et puis en fait, pris par les urgences et les missions, eh ben, on ne le fait pas. Et ça fait déjà, je me rends compte maintenant, quelques années qu'on ne le fait pas vraiment. Alors chacun bricole dans son coin, en fait. Et un séminaire de 3 jours comme ça, avec une programmation qui pousse à une réflexion de plus en plus aboutie, avec des questionnements un peu par la bande, un peu peut-être des fois dérangeant ou surprenant, ou voilà, serait aussi très fructueux. Et bon, à l'université, on est dans des questionnements sur la transformation de notre public estudiantin, sur des pratiques pédagogiques qui doivent évoluer pour être peut-être moins descendantes, plus participatives, pédagogie active, inversée. Donc en fait, les publics, on les retrouve aussi de cette manière-là, et voilà, ces croisements-là, moi, m'ont beaucoup apporté. La réflexion que ça suscite en moi, c'est vraiment cette idée de réinvention d'une profession. Et c'est un peu déstabilisant en même temps, parce que ça veut dire qu'on est amené à travailler différemment. Je pense que ça va être très riche, parce qu'il faut... Cette réinvention, ça nous oblige aussi à poser d'autres jalons. Et c'est important aujourd'hui de poser ces jalons. Le deuxième mot qui me vient à l'idée, c'est la transversalité. C'est-à-dire que les musées aujourd'hui sont plus seulement des lieux de conservation où l'objet est roi au centre, mais vraiment des lieux de partage, où il faut réinventer aussi la place du public. Et le public aujourd'hui est amené non seulement à être spectateur, consommateur, mais aussi à intervenir dans ce que peut être une collection. Donc là, ça pose encore une autre dimension. Et là, celle-ci, j'avoue que moi, voilà, là, il y a beaucoup de questions à se poser, parce que quel rôle on laisse aux visiteurs? Quelle est du coup la responsabilité du conservateur qui va accompagner? Est-ce que finalement le conservateur, maintenant, c'est quelqu'un qui accompagne le visiteur jusque dans la constitution de la collection? Enfin, ça nous oblige à nous positionner complètement différemment. Voilà, donc moi, beaucoup d'interrogations, pas vraiment de réponses, mais c'était très très riche, et donc je merci beaucoup à tous pour ces questionnements.
Je vais prendre encore un peu plus de recul, puisque ça fait depuis Montauban que j'ai la joie et le bonheur de suivre ces journées, donc ça en fait 5 maintenant. Et là, je revois le titre, « Construire le patrimoine de demain ». Et finalement, depuis ces 5 séances, on n'a pas forcément construit le patrimoine de demain, mais par contre, on a beaucoup réfléchi sur la construction des équipes des musées de demain. À la limite, on a même mis plus l'humain que l'objet au cœur de nos 5 rencontres. Et c'est ça qui était fort intéressant d'ailleurs, que ce soit de la personne qui va collecter jusqu'à celle qui va finir par, je veux dire même pas finir, mais enchaîner sur les médiations avec les publics. Et c'est ça finalement, je crois qu'on a réussi à mettre au cœur de ces rencontres et qui fait que finalement elles ont été très très porteuses, je l'espère, et qu'elles ne font que lancer de prochaines séries. Et puis la forme que vous avez voulu donner, que j'approuve beaucoup aussi, parce que c'est la seule façon d'avoir vraiment des échanges, avec des ateliers, avec une mise en mouvement de tous à partir des objets que nous devions apporter. Et puis bien sûr cette magnifique soirée d'hier soir, qui a été aussi une grande rencontre récréative. Donc vous dites rencontre professionnelle. Heureusement, là, les rencontres professionnelles ont été des rencontres avec bien d'autres acteurs que des professionnels pour des échanges de pratiques et une réflexion collective grâce aux questions que vous aviez posées, parce qu'il y a ça aussi. Construire le patrimoine de demain, nouveaux défis, et toutes les questions qu'il y avait, pour qui, pourquoi, quel partage, quels acteurs. Avec tout ça, on avait fort à faire. Alors, le premier point que moi j'ai remarqué, sur lequel il semble qu'il y ait quand même un assez grand consensus, même si tout à l'heure il y a eu un petit peu un débat à propos de ce qu'a dit Yves Vinquin, c'est la question qu'on est dans une temporalité particulière. Pascal Samuel avait dit une temporalité qui nous dépasse. En tout cas, on est dans un moment particulier qu'on peut qualifier, en tout cas qu'on ressent comme un moment de l'urgence. Un moment du présent où le passé disparaît devant nous et donc il y a une urgence à conserver, à transmettre. Et c'est un présent également en urgence parce qu'il y a des mutations extrêmement rapides qui sont d'abord bien sûr technologiques, mais plus profondément les recompositions des territoires, les injonctions qui évoluent toujours de nos tutelles, des collectivités locales, etc., injonctions au financement, etc. Bon. Et donc, à partir de là, comme ça vient d'être dit, la nécessité de travailler autrement. Oui, mais travailler autrement. Donc, pour construire ce patrimoine de demain, nous devons passer à travers un certain nombre de tensions, d'écarts. Et je crois que ce que nous avons réussi à faire à travers ces 2 jours et demi, c'est un certain nombre de déplacements que je trouve tout à fait intéressants, qui nous conduisent justement sur la piste de comment penser du patrimoine pour demain. D'abord, ces tensions entre ces notions de patrimoine, de sciences et techniques, avec les muséums en particulier, et la dimension des recherches. Chacun a ses normes, ses critères de choix, etc., des légitimités différentes, mais je pense que ce que nous avons bien montré ici, travailler, c'est une forme de percolation. On emploie quelquefois ce mot-là, il m'est revenu, et je le trouve tout à fait juste, des apports mutuels, une forme de percolation. Deuxième tension, écart et déplacement, c'est autour de la question de l'objectivité scientifique, que nous avons particulièrement vu à travers certaines présentations, et hier en visitant le Quai des Savoirs. Objectivité scientifique qui serait opposée à une subjectivité qui la travaille et qui serait, elle, je dirais, à écarter, comme nous pensons dans notre pensée cartésienne. Or, les déplacements que nous faisons ici, c'est que nous voyons d'abord comment la subjectivité, c'était affirmé continuellement, elle travaille ces formes d'objectivité, elle n'est pas complètement à l'écart, et d'autre part, l'importance du sensible,
des émotions, des usages, pour tout simplement même arriver au rationnel, pour comprendre, réfléchir, etc. Et on l'a très bien vu avec l'exposé sur les archives, notamment ce matin. Troisième tension que j'ai ressentie fortement, c'est entre le local et le national. Ici, on est à Toulouse. Bon. Et vous avez donc fortement affirmé la force de ce qu'apporte un ancrage local. D'ailleurs, Sylvie l'avait dit aussi à un certain moment, le fait que le CIM soit à Dijon lui donne une certaine forme de légitimité qui est celle aussi d'un ancrage local. Par, je vais très vite, la diversité de toutes les présentations, de tout ce que vous avez à dire, à faire, à montrer ici, localement, dans l'environnement de Toulouse. La force aussi du caractère exceptionnel de ce qui peut se passer ici et qui serait absorbé au niveau national. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est par exemple les fameux gisements phosphataires, avec tous ces vestiges fossiles qui m'ont beaucoup frappé. Et puis, cet aspect novateur également du local. Je n'en donnerai qu'un exemple ici. C'est ce lien qui est en train de se tisser, complètement expérimental, questionnant, entre le Muséum de Toulouse et le Quai des Savoirs. Un aspect novateur. Donc, ce local, en fait, interroge le national, la façon dont nous pensons les normes pour la collecte, pour faire des collections au niveau des muséums et des musées. Et puis, nous avons osé le penser, la radiation, l'élimination. Quelles normes peuvent exister par rapport à ça, qui actuellement, au niveau national, n'existent pas, et que le local vient, d'une certaine manière, perturber, questionner les normes qui existent au sujet de ce tabou, je dirais d'une certaine manière, de l'élimination, de la radiation. Et puis, le local interroge aussi le national sur l'histoire. On l'a très bien vu en visitant ici, hier aussi, avant-hier, le muséum. Quelle histoire nous voulons porter, nous voulons dire? Est-ce que c'est un seul récit, une seule mise en récit? Est-ce qu'il peut y avoir une pluralité de récits? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils se combinent? Je repense là à la magnifique histoire que nous a racontée Francis Duranton hier devant la statue Nimba, et où j'ai entendu d'une part le discours donc, du directeur du muséum, et à travers lui le propos de la femme de ménage qui reconnaît cette statue et qui a des choses à nous dire sur le symbole et les usages de cette statue. Et il les mettait un peu sur le même plan, et je pense que c'est extrêmement important et intéressant. Et également, ça interroge le local, là, interroge le national sur la place, toujours la question de l'histoire, très rapidement, mais sur la place de ces conquêtes coloniales, couplées toujours avec les apports de savoir, les collections, les savants, et ce couplage-là est intéressant à interroger, est interrogé ici dans les muséums, et en particulier, je l'ai vu ici, pour faire en sorte que dans la construction du patrimoine de demain, nous n'ayons pas de vision ethnocentrée, et que nous sachions nous en dégager, dire que là aussi, s'il est nécessaire, nous avons commis des erreurs, etc. Autre tension, écart que nous avons vu, c'est entre le particulier et l'universel. Vous savez que c'est la grande tension qui existe dans notre culture politique française, le particulier étant jugé en général comme devant être écarté, ou en tout cas s'en méfier, alors que l'universel, lui, est fortement valorisé. Et avec la pensée des droits culturels, nous avons une obligation de voir les choses autrement, avec une tension entre des interprétations qui nous ont été données sur cette question des droits culturels et de la Convention de Faro que la France n'a pas, pour l'instant, ratifiée. Où on peut comprendre soit une culture particulière, et dans ce cas-là, qui serait illégitime parce qu'elle diviserait notre unité nationale, ou bien une forme d'universalité donnée par la personne avec
l'inclusion de ces droits culturels dans les droits humains et la notion de respect et de la prise en compte complète de l'altérité. Et puis on a fait un déplacement aussi par rapport à ça, à cette opposition dure en France entre particuliers et universels, en travaillant cette notion de commun. Cette notion de commun qui est émergente et que nous allons pouvoir travailler plus avec toute la réflexion sur le patrimoine et en particulier le patrimoine de demain. Alors, je crois que, quand même, nous avons centré notre réflexion là-dessus. C'est une question très forte. Et là aussi, nous avons opéré toute une série de déplacements de valeurs et de déplacements de l'acception normalisée, celle portée en particulier depuis longtemps par les différentes directions des patrimoines au niveau du ministère de la Culture, qui donc définit en gros le patrimoine très souvent comme monumental, pas toujours, mais en tout cas comme ayant une histoire, s'inscrivant dans une histoire, ayant une esthétique et une forme de sacré et une exceptionnalité, souvent. Or, par rapport à ça, je dirais qu'on a pas mal déménagé par rapport à ce qui est à cette norme-là. D'une part, par rapport au contemporain. L'insistance ici sur le présent, le contemporain est extrêmement important. C'est aussi le nouveau, etc. Les mémoires, tout cela, toutes ces innovations-là qui doivent figurer dans nos musées ou nos muséums pour être transmis. Donc, une transformation de cette conception qui est que si les musées, les muséums doivent bien sûr transmettre des héritages du passé, il y a là un déplacement très important qui est fait, que nous pensons maintenant le patrimoine comme le présent que nous voulons transmettre vers un avenir. Et ça, c'est un déplacement extrêmement important, un basculement important. Le patrimoine aussi, nous l'avons fait bouger au niveau de la diversité. Ça a été rappelé tout à l'heure, que ce soit au niveau du patrimoine naturel, des mémoires, et au centre, les hommes. Tout ce qui est au niveau de l'humain, y compris des sentiments. Au niveau également du patrimoine, c'est l'introduction du banal, ou réel ou banal entre guillemets, avec tous ces témoignages qu'on a vus à propos de Charlie, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, est-ce banal? Les films, dont on a parlé tout à l'heure, les chansons, etc., aujourd'hui, rentrent dans la revendication patrimoniale. Et puis, cette forme de banalité, c'est-à-dire que ce sont des gens, des anonymes pour beaucoup, qui aujourd'hui peuvent faire patrimoine, entrer dans le patrimoine. Donc il y a des changements de valeur ici extrêmement importants par rapport à la définition normalisée du patrimoine. Dernière chose à propos de ce patrimoine, qui, à mon avis, est important pour le patrimoine de demain, c'est prendre en compte aussi, eh bien, nous l'avons dit, ce qui est aujourd'hui effacé, oublié, non dit, considéré comme indigne, impossible. Et là, on a encore beaucoup à faire pour introduire ces notions-là et dire pourquoi et comment nous devons penser cela aussi en forme de patrimoine. Alors, à propos de ce patrimoine de demain, on a vu le déplacement à propos de la notion même de patrimoine. Il me semble qu'il y a un deuxième grand déplacement qui est autour du processus, du comment. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé le patrimoine, au fond, comme une forme d'aboutissement, puis c'était ça qui était important, on parlait de patrimoine. Aujourd'hui, on parle de patrimonialisation. C'est ça qui me semble être un grand changement. Tout ce processus, avec plusieurs acteurs, sous forme de construction, on a parlé de fabrique, c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui, y compris dans d'autres domaines, la fabrique de savoir, avec ces déplacements de points de vue qui sont nécessaires pour que ce processus puisse se construire avec des partages de légitimité, des partages d'autorité, on a dit aussi. Et donc, patrimonialisation, ici,
qui, là aussi, le processus, je pense, que nous avons à mettre en œuvre pour faire le patrimoine de demain, qui croise à la fois les revendications qui viennent de la société, disant mais ça aussi, ces objets-là, ces émotions-là, etc., ça fait patrimoine et ça a le droit d'entrer dans un musée, dans des archives, dans une cinémathèque, etc., pour faire patrimoine. C'est le croisement de ces revendications sociétales et en même temps d'une interaction entre institutions, associations, chercheurs, etc., qui est nécessairement conflictuelle, dérangeante en tout cas. Et toujours sur cette question de patrimoine, la dernière question, c'est, pour le définir pour demain, c'est qui décide ? Qui décide ? On a bien vu que ce ne sont pas seulement les institutions, mais que bien d'autres personnes, organisées ou non, la société civile, les associations, sont appelées aussi aujourd'hui et veulent faire patrimoine. Et donc la question qui se pose à partir de là, c'est toujours d'expliciter les critères selon lesquels on dit ça peut faire patrimoine ou pas, ça rentre dans l'histoire ou pas. L'explicitation des présupposés qui est sans doute fondamentale. Au nom de quoi me semble extrêmement important. Il a d'ailleurs été posé, on a parlé de légitimité plusieurs fois ici. Alors je termine rapidement avec la question des enjeux qui sont sous-jacents et à travers cette question du patrimoine de demain et sur lesquels nous avons beaucoup réfléchi. Le premier enjeu que j'ai entendu ici, qui est apparu dès la première après-midi, c'est les enjeux sociétaux. Ce sont ces enjeux sociétaux qui impactent les professions, on l'a dit tout à l'heure encore, qui impactent les institutions et les processus. On a dit donc mercredi après-midi, mais les muséums, les archives, les musées des beaux-arts, ils deviennent tous des musées de société. On a quelquefois l'impression que quand on le dit comme ça, c'est un petit peu péjoratif, musée de société. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme cela, mais qu'il y avait aussi, à travers tous les débats qu'on a eus, l'idée que non pas devenir un musée de société, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais prendre en compte les enjeux sociétaux, c'est en fait prendre en compte des enjeux de reconnaissance qui sont très forts aujourd'hui, reconnaissance en particulier de populations avec leur mémoire, leurs histoires, leurs objets, etc., qui sont souvent invisibles, considérés comme sans parole, voire sans histoire. Je pense à certains quartiers du XXe siècle qu'on dit qu'ils sont sans histoire, etc. Et des enjeux de mise en œuvre, de prise en compte de la pluralité, ce qui, dans notre culture politique française, est également extrêmement difficile, tellement nous sommes imprégnés d'unicité, notre République une et indivisible, qui nous poursuit jusque dans cette difficulté à mettre réellement en œuvre la pluralité, à réfléchir à l'égalité des droits à la parole, des droits à faire patrimoine, et je le pense en particulier à propos des questions d'immigration qui ont très bien été soulevées par Salah Mokrane tout à l'heure. Et deuxième grand enjeu qui ont traversé notre propos, ce sont les enjeux professionnels. Autour du décloisonnement, je pense que ça a été très fortement affirmé, et le fait que tous les professionnels, quelle que soit leur position, depuis la direction jusqu'aux autres métiers, ont des responsabilités, aussi bien dans la forme de collecte que dans la forme de transmission. Donc les mots importants que j'ai retenus, c'est implication, engagement, qui sont ceux des professionnels, je pense, du XXIe siècle. Au niveau également de ces enjeux professionnels, c'est d'accepter d'être dérangé. Combien de fois on l'a dit ce mot-là, énormément. Je retiens notamment Daniel Buss qui l'avait dit tout à l'heure. Catherine Bernard, à propos de
des archives de Charlie. Et puis, à propos de la mise à disposition des processus de recherche, là aussi, accepter de ne pas faire comme on avait l'habitude, accepter d'être dérangé. Et enfin, sur ces enjeux professionnels, je pense qu'il y a toute la question de l'explicitation des normes, des présupposés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir desquels tous nous travaillons, et les fameux projets scientifiques et culturels me semblent très intéressants de ce point de vue-là, parce que c'est une explicitation pour les autres du sens qu'on donne à ce qu'on veut faire et transformer. Et je termine avec les enjeux politiques, sous différents angles. Premier enjeu politique qui me semble fort dans ce que nous avons dit, ce sont les synergies territoriales. Selon l'expression de Pascal Samuel de la Drague, Madame Beneteau, également, le maillage territorial, dont on a parlé aussi, l'importance de la proximité, que rien ne peut remplacer, qui est indispensable pour arriver à construire une mémoire, une histoire qui soit celle des industries disparues, des paysages qui peuvent être transformés, etc. Donc synergie territoriale. Deuxième enjeu politique, c'est celui des gens acteurs. Ça, on l'a beaucoup dit. Et justement pas public, pas réceptacle. Les gens acteurs qui supposent donc une implication, acteurs au sens fort, gens reconnus comme porteurs de valeurs, porteurs de savoir, porteurs de culture. Ce qui signifie, un dernier point, des enjeux politiques, que à ce moment-là, l'institution peut devenir un lieu de partage. C'était le mot qui nous était proposé. Je pense qu'on a été un petit peu plus loin dans notre propos, parce que quand on emploie le mot partage, souvent on a l'image d'un gâteau dans lequel on coupe des parts, plus ou moins grosses ou plus ou moins petites. Et je crois que ce que nous avons dit, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que le gâteau, il n'existe pas. C'est nous, au fur et à mesure, qui le créons, qui le construisons par les processus dont on a parlé. Et dans ce mouvement-là, l'institution, elle joue un rôle fondamental, qui me semble être celui donc, de ce lieu de patrimoine du XXIe siècle, qui est que l'institution devienne véritablement un espace public de production et de partage et de questionnement des savoirs. Production et questionnement des savoirs. Je reprends aussi là des expressions qui ont été données, et ce qui permet de donner son plein sens à partage au sens de prendre part, prendre place, et à ce moment-là, le patrimoine donc de demain, devient véritablement prise de parole, il devient façon de compter, façon d'être des acteurs de l'histoire en France, en train de se faire, on l'a dit tout le temps, de la science aussi en train de se faire, du savoir en train de se faire, et également donc d'une citoyenneté également en train de se faire, qui n'est pas donnée par la nationalité, mais qui est toujours en acte. Et donc, espace public de production et de questionnement des savoirs, cela signifie que nous accepterions, pour qu'il y ait donc un patrimoine de demain, à la fois que nous construisions un commun qui peut être à la fois rationnel et sensible, enchanteur, comme on l'a dit tout à l'heure, merveilleux, et en même temps que nous acceptions la controverse. L'un et l'autre face sont forcément imbriqués. Sinon, on est dans une vision naïve du commun ou de l'espace public. Donc, des espaces publics comme lieu, au fond, de décalage, de détour et de traduction,
toujours en traduction, traduction culturelle, traduction artistique, qui nous permet ainsi d'être des lieux aussi de la complexité, mais la complexité produite ensemble et rendue accessible. Voilà. Merci.